ici Piero San Giorgio. Je suis à nouveau avec mon cher ami Anatoly Livry. Bonjour. Privet. Combien de langues on parle à deux? On va essayer de se limiter au français cette fois-ci. Kein Deutsch heute? Kein Deutsch, ja, wir sind in einem zweisprachigen Kanton hier in Bern. Ja. O forse in italiano? Ja. L'italiano va bene? Va bene. Ah sì, sì, il tuo amico Dugin parla molto bene italiano, anche lui. Sì. On va rester en français, rassurez-vous. Nous souhaitions nous rencontrer suite à cette votation d'il y a un mois, du 19 mai dernier, donc 2019. Et oui, le temps passe vite, l'esclavage avance, la mise en esclavage des peuples, pas seulement européens en fait, mais du monde entier se met en place. Et nous souhaitions discuter un petit peu de ce qui se passe en Suisse et pourquoi c'est important dans le contexte, évidemment d'abord qui nous concerne puisque nous vivons en Suisse, mais aussi dans le contexte européen et mondial, puisque tout est lié. Car cette votation, tu vas nous donner ton avis, était très importante et une première, je crois, en Suisse, mais aussi elle marque un pas dans la soumission de notre pays, de la Confédération helvétique, vers l'international et surtout l'Union européenne et les globalistes. Alors, on va peut-être commencer sur ce point. Comment tu as vu, quels étaient les enjeux selon toi de cette votation sur les armes? Cette votation qui est... je l'analyse en quelque sorte comme un symptôme mortel des peuples européens, pas seulement de la Suisse, puisque quand on nous parle de multiculturalisme, je réponds toujours, la Suisse est un pays multiculturel, puisque composé non seulement des Germains et des Celtes, mais aussi des populations qui parlent 4 langues. Par conséquent, on peut analyser ce qui se passe en Europe occidentale en prenant exclusivement le cadre de la Suisse et de plus, ici en Suisse, dans la plupart des cas, l'argument de la pauvreté de population ne peut pas agir tel qu'il joue par exemple en Grèce ou au Portugal qui commence à s'en sortir correctement puisqu'il n'écoute pas des consignes de la Commission européenne. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Premièrement, le référendum. Qu'est-ce que c'est cet acte démocratique, comme on l'appelle, démocratie suisse? Analysons-le à l'origine. Qu'est-ce que c'est la démocratie suisse? Selon moi, il s'agit en grande partie, et toute proportion gardée, de ce que Aristote avait appelé politeia en grec, on parle en français politi, comme la police en irlandais. Eh bien, c'est lorsque la population responsable n'est pas appauvrie, pour Aristote, qui était très attaché au financement d'Alexandre, les questions pécuniaires étaient toujours importantes, eh bien, lorsque la population bien éduquée, qui ne souffre pas de pauvreté, qui vote, qui est responsable. Ne souffre pas de propriété pour ne pas être sujette à la démagogie. Entre autres. Et si Platon, par la voix de son camarade Socrate, qui n'a jamais rien écrit, et même Nietzsche s'étonne si Socrate était grec un jour, tellement qu'il était moche, eh bien, pour Platon, nous avons les bonnes formes de gestion civique, qui est donc la monarchie, qui n'existe pas naturellement en Europe,
puisque lorsque c'est une personne mono qui commet l'acte de archein, c'est-à-dire qui mène le peuple derrière lui. C'est une espèce de Führer, en fait, en langue allemande, on peut le traduire comme ça. Sinon, une autre forme correcte, selon Platon, c'est lorsque, non pas les bons, mais les meilleurs, donc non pas les agathoi, mais les aristoi, qui imposent sa contrainte, kratos. Ce sont de bonnes formes de gouvernance. Et sinon, pour Platon, il y a d'autres formes de gouvernance, et ça c'est très important pour notre analyse sur ce qui se passe en Europe et ce qui se passe chez nous en Suisse, et notamment ce qui se passe dans cette référendum concernant les armes. Eh bien, de mauvaises formes. Premièrement, c'est lorsque les plus dignes, honorés, obtiennent le pouvoir puisqu'ils sont vraiment dignes de cela. Donc, honneur, c'est timer, donc la timocratie. Puis, naturellement, une fois obtenu le pouvoir, ils ne veulent pas le donner aux autres, ils veulent le transmettre aux enfants, donc à leurs enfants, naturellement. Donc, on crée des clans, naturellement, et donc c'est seulement quelques-uns oligoi qui gouvernent. Donc, désormais, on peut parler d'une oligarchie, puis cette oligarchie n'arrive pas à maintenir ce pouvoir entre ses mains et le verse véritablement aux populations dans le cadre athénien, ne l'oublions pas, c'est la ville d'Athènes et le démos, c'est-à-dire les bourgs qui entouraient la ville, les cités principales, et donc là, précisément, on pratique le service à la divinité, on choisit parmi les mâles, naturellement, les plus illustres, qui sont propriétaires, donc qui sont responsables de leurs actes. Donc, naturellement, jamais, on n'offre jamais ce droit ni aux esclaves, ni aux personnes très jeunes qui n'ont pas pu prouver souvent leur valeur avec les armes. Il faut avoir comment dire en français, un stake en anglais. Il faut avoir un enjeu dans le futur de la cité. Contrairement aux populations qui s'en fichent de comment ce sera le lendemain. Et notamment, jamais offrir cela à des femmes qui restent dans le gonaikia, c'est-à-dire dans le parti réservé aux femmes et aux petits-enfants. Ce qui n'exclut pas qu'elles aient des droits et surtout un rôle très important dans la vie de l'époque. Tout à fait. Souvent, des femmes illustres servent de divinités féminines. Et non seulement en Grèce, mais aussi à Rome, me semble-t-il. Les lectures de Plutarque, c'est l'empereur Numa qui a créé l'institution des Vestales. Et donc, effectivement, c'est les femmes qui remplissaient le rôle de service de cette divinité, et notamment, il ne faut pas oublier que les Pythie, qui transmettent par la voix desquelles parlaient les divinités le plus proche de lumière arien qui est Apollon, effectivement, les maximes de Pythie étaient transmises donc par la bouche d'une femme. Mais je fais juste une petite interjection de 30 secondes sur les femmes, car nous savons tous, ceux qui sont mariés le savent très très bien, à quel point les femmes ont une influence importante sur leurs hommes, sur leurs maris, et même et encore plus sur leurs enfants. Et donc le rôle d'une femme est fondamental dans une société. Toutefois, les anciens et les penseurs de tous les temps ont cette misogynie, entre guillemets, je vais mettre ça, cette misogynie constante dans toute l'histoire de la pensée de l'humanité qui dit les femmes sont sujettes à beaucoup trop d'émotions par rapport aux hommes, ce qui n'est pas une mauvaise chose d'avoir des émotions, mais l'homme est moins sujet à ses émotions, en tout cas l'homme normalement constitué,
Ce qui fait que les femmes sont souvent les proies des démagogues. C'est d'ailleurs ce qu'on disait déjà dans les années 70 dans la campagne contre le vote pour les femmes en Suisse. Et que donc, laissant les démagogues influencer les femmes, or celles-ci font 50-51% de la population des votants si elles ont le droit de vote, l'influence qui est déjà dans le cadre privé est déjà immense, à laquelle on ajoute une influence des urnes, et donc on donne le pouvoir en fait aux démagogues qui vont manipuler les émotions, qui vont influencer donc le vote des femmes, on change radicalement la direction d'une société. Je ferme la parenthèse, je crois qu'on va y revenir plus tard sur ce point. Avec plaisir. Mais c'est intéressant de montrer que déjà à l'époque, les Grecs avaient identifié cette faille dans la démocratie. Tout à fait. Et, naturellement, on parvient à un tel moment lorsque la population n'arrive plus à gérer de façon digne et respectueuse envers les divinités, c'est très important, les cités, et précise Platon dans le livre 7 de la République, me semble-t-il, c'est la tyrannie qui suit les démocraties, c'est-à-dire plus précisément, les démocraties, c'est la porte ouverte vers les tyrannies. Et c'est pour cela qu'on est tellement attaché à cette façon de dire que nous vivons dans les démocraties. Naturellement, souvent, les tyrannes flattent le peuple de moins en moins éduqués. C'est pour ça que des personnes comme moi ne peuvent pas enseigner dans les universités. Précisément, il risque d'éduquer la jeunesse d'une façon à la corrompre naturellement, comme Socrate, et vous voyez bien les ciguës, c'est le café. Voilà. Mais, donc, et on arrive à la tyrannie. Où se trouve la Suisse? Vous avez évoqué le problème de votation des femmes. Ne l'oublions pas que les derniers cantons, les cantons centraux qui résistaient, qui ne voulaient pas accepter que des femmes votent, on leur avait imposé, c'est-à-dire on a fait une espèce de tribunal de la Commission européenne à l'intérieur de la Suisse, et c'est en 1990 que le dernier canton, Rhode antérieur, me semble-t-il, qui refusait obstinément que les femmes votent par la votation populaire, eh bien, c'est le tribunal fédéral qui avait imposé en 90 que des femmes des cantons Rhode antérieur votent, qui ont commencé à voter depuis 91, me semble-t-il. Donc, chez nous, en Suisse, pourquoi nous profitons encore financièrement de cette manne? Il faut être conscient, la Suisse actuelle, c'est une espèce de poule avec la tête tranchée. Effectivement, il y a des mouvements, elles sont, éjaculent, elles bougent les pattes, les ailes, mais la création de richesses n'est plus là. Pourquoi? Parce que éventuellement, nous sommes en Suisse, et là on va revenir à notre référendum sur des armes, c'est le mélange d'un mauvais système de gouvernance qui est la démocratie, lequel est peut-être déjà devenu partiellement tyrannie par certains aspects. Donc ce que Charles Maurras l'avait appelé le parlementarisme. Voilà ce que nous avons en France, en Allemagne, et même dans les monarchies constitutionnelles comme la Belgique, le Pays-Bas ou la Suède, pseudo-gouvernée par les héritiers du maréchal Bernadotte. Mais aussi, chez nous en Suisse, il y a un point de résistance. Et pour analyser ce point de résistance, il faut aller précisément à l'ouvrage d'Aristote, Politique, partie 4, me semble-t-il, où il analyse ce qui c'est politeia. Voilà. Et il y a, chez nous en Suisse,
la lutte, c'est assez intéressant pour un historien qui, si l'humanité survit, analysera nos démarches dans 300-400 ans, eh bien c'est la lutte. On vous salue d'ailleurs. De un mauvais système, porte ouverte à la tyrannie, qui Ouais. est la démocratie, qui a été flattée, portée au pinacle, mais effectivement qui a un pied dans la tyrannie, et un bon système qui est la politaire. Ce qu'on appelle la votation populaire dans le langage parlé. Aujourd'hui, un vrai démocrate cultivé va dire nous ne sommes pas en démocratie, nous n'avons que le rituel de la démocratie. Mais un vrai penseur de la démocratie, comme l'était Hamilton aux États-Unis ou Thomas Jefferson, et l'on voit très bien dans ses nombreuses correspondances et dans ses écrits, on voit très bien ça dans les Federalist Papers ou les Anti-Federalist Papers. Eux disaient toujours non, nous ne voulons surtout pas être une démocratie aux États-Unis, nous voulons être une république. Tout comme Rome n'était pas une démocratie, parce qu'ils savaient très bien, ils avaient peur à Rome, que la démocratie c'était la voie vers le royaume, vers le roi, qu'ils détestaient, la tyrannie en fait. Et même les empereurs ont dû faire ont jonglé avec ces notions pour garder le Sénat. Et d'ailleurs, les empereurs ne se nommaient jamais des tyrans ou des rois. Ils cumulaient des postes de consul et de chef du judiciaire pour consolider leur pouvoir, mais nominalement, les pouvoirs étaient toujours séparés. Donc il y a toujours un travestissement en réalité du processus démocratique, mais en même temps, il est fondamentalement biaisé et fragile. Et même effectivement, aujourd'hui encore, enfin, au XXe siècle ou au XIXe siècle, on s'est bien gardé au début de rendre la démocratie d'abord universelle, parce qu'on a tous compris que on commence par justement les Aristos, et ensuite, enfin, au sens symbolique, pas au sens contractuel. Ensuite, on la donne à des castes ou à des classes sociales qui ont moins d'enjeux ou qui sont au contraire plus demandeurs de recevoir de l'État, qui devient une bête immense qui grandit. On revient au Léviathan d'Europe et d'autres. Et puis, de plus en plus à des gens qui ont moins, ou comme on disait, des femmes qui ont énormément d'influence dans la société par ailleurs. Et à la fin, on arrive à une société, inévitablement, de parasitage à tous les niveaux, où on contribue beaucoup moins que ce qu'on veut retirer de l'état de la société. Et encore une fois, moi ça c'est mon parce que c'est ça que j'ai remarqué dans ces votations, les démagogues entrent dans toutes ces brèches, les ouvrent et fracassent le système de plus en plus, et parce que nous sommes un pays riche, justement, eh bien, le pillage commence, et le pillage va être extrêmement faste pour les pilleurs. Évidemment, on préfère aller piller la Suisse que le Mali. Encore que, mauvais exemple, je devrais prendre le Burkina. Ouais. Mais on voit justement au Congo ou au Mali ce que ça devient lorsqu'un pays se fait piller. Alors pour eux, ce sont des ressources naturelles, pour nous, ce sont des ressources financières et intellectuelles, voire génétiques. Ouais. Un petit bémol, naturellement, les empereurs romains, ils ménageaient naturellement la population jusqu'à un certain moment. Ah, puis, quand Sulla voulait faire entrer son cheval dans le Sénat, à cette époque-là, lorsqu'on est tombé dans la tyrannie, on ne se gêne plus, naturellement. Donc, il faut toujours, on arrive à un certain point, oui, on est en démocratie, oui, tout à fait, le bon peuple, c'est toi qui es le chef, mais là, à un certain moment, on arrive, on n'en peut plus, et effectivement, on vit naturellement dans ces mythes qui nous sont transmis, l'éducation de la Troisième République, que par
exemple Marc Aurèle, empereur philosophe, effectivement. Mais si on apprend effectivement la philosophie du portique, le stoïcisme, et bien on sait bien que ce qu'a fait Marc Aurèle, c'est son écrit, c'est comment on pratique le stoïcisme lorsqu'on est empereur. Et effectivement, de facto, à son époque-là, c'est-à-dire la fin du IIe siècle de l'ère chrétienne, il avait de facto des vies, des morts sur tous les sujets. Et on en reviendra plutôt vers la fin, mais sur ce point-là, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on parle de démagogie, on a aussi le scénario j'allais dire, de ce qui va s'appeler le bonapartisme beaucoup plus tard, c'est-à-dire d'avoir un démagogue fort, comme César, qui était soutenu par la plèbe dans ses actes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on lui avait reproché, c'est pour ça qu'on l'a assassiné, c'est l'aristocratie qui s'est léguée contre lui, parce que lui avait à la fois la force des armées, la gloire des succès militaires, mais la démagogie de distribution des terres, réformes agraires, qui sont toujours des démagogies, les réformes agraires. Parce qu'on arrive dans une réforme agraire, en fait, on rend moins efficace la production de nourriture en distribuant des terres très productives à plein de petits gens qui sont très peu productifs. Mais enfin bon j'ai vu ça au Zimbabwe, c'est une vieille histoire dans l'histoire du monde. Et Bonaparte, c'est un peu similaire, avec encore moins d'aspects institutionnels, mais il a pris simplement le pouvoir par le coup d'État. Donc on a peut-être c'est quelque chose comme ça qui nous sauvera, mais ça on verra à la fin. Mais voilà, je voulais juste faire cette parenthèse sur comment se termine généralement la démocratie, par des effondrements ou des prises de pouvoir autoritaires. Ouais. Et pourquoi aussi on rend les populations irresponsables, c'est-à-dire qui se plient à des flatteries des démagogues qui deviennent par la suite tyrannes, et dans les pays voisins, France, Allemagne, les pays scandinaves, surtout la Suède, on le voit assez clairement. Eh bien, c'est l'abrutissement, l'abêtissement de la population. Bien sûr. Et ça, c'est un point extrêmement important, effectivement. C'est-à-dire, non seulement on appauvrit progressivement, on essaie de ne pas les choquer, la population, pour que précisément ils puissent, les citoyens suisses, comme nous sommes, ne soient plus responsables de leur avenir, pas faire des enfants, pas s'enrichir, pas devenir propriétaire, et en même temps, depuis le mai 68, cette révolution de couleur chez nous en Suisse, depuis cette catastrophe spirituelle française qui est la libération, puisque entre 1944 et 1947, on a décapité l'esprit français, premièrement coupant tout simplement les têtes, deuxièmement par chassant les derniers intellectuels authentiques de l'université française, et par la suite en instaurant les commissaires politiques qui fondaient le système de peur. Par conséquent, par exemple, les déchéances de l'université française, où nous avons des personnes tout à fait incultes, même dans ce qu'on appelle la spécialité, le montre parfaitement. Dans le monde universitaire germanique, c'est pareil. Dans le monde entier, enfin en tout cas en Occident. En Occident, on peut le constater ainsi, et chaque fois lorsque une tête dépasse, eh bien on le coupe tout de suite. Et cet abrutissement joyeux rend précisément la possibilité de ces votations lorsque le peuple, oui, les Suisses qui sont racialement appartiennent à des populations germaniques ici dans le nord ou même dans le sud, puisque le canton de Ticino, c'est quand même un canton latin. Latin, mais est-ce qu'il ne serait pas peuplé par
des Lombards. Bien sûr, comme moi, ce sont je viens tout près. Voilà, nos origines ethniques voilà. sont nous sommes des C'est un des peuple peuples germaniques, nordiques, mélangés avec des Celtes qui eux-mêmes étaient mélangés avec des Latins. Voilà, donc ce sont D'ailleurs, Ticino, c'est l'unique canton qui a voté contre Oui, c'est marrant. et je pense que précisément, c'est un des cantons qui, par ses origines germaniques, les Lombards, ce sont les Langobards qui sont descendus des Elbes et que les peintures médiévales représentent, comme leur nom s'indique, avec les barbes jusqu'à la ceinture. C'est vrai, c'est vrai. Et effectivement, quand on vit, je passais pas mal de temps entre Bellinzone et Lugano, et effectivement, on se rend compte que là-bas, l'esprit de résistance il est renforcé, précisément parce qu'on parle exactement la même langue qu'on parle en Italie, de l'autre côté de la frontière, mais on voit avec une espèce d'effroi qu'est-ce qui nous amène. Et il y a la résistance ethnique, c'est extrêmement important. Mais ici, en Suisse occidentale, dans la Romandie, c'est-à-dire quand on voit avec la capitale de Lausanne, de Neuchâtel, d'ailleurs c'était le premier canton qui ont accepté par eux-mêmes le droit des femmes de voter, ne l'oublions pas. Mais c'est également le canton de Bâle, qui est un canton germanique, mais qui est tout simplement submergé ethniquement. Et c'est le canton qui a voté au fait, contre le peuple suisse à 75% pour la violence qui a exercé la communauté dite européenne contre la Suisse. Donc, l'abrutissement, l'apétissement naturellement, puisque j'étais en contact avec pas mal de professeurs de l'université de Bâle qui sont intervenus avec des arguments tout à fait imbéciles pour que le peuple suisse se plie au dictat de cette commission soviétique de Bruxelles. Alors, après ce long préambule, mettons le contexte et suivez-nous jusqu'au bout, parce que vous allez voir à la fin, ça va être intéressant. Le contexte de cette loi, c'est la lutte, c'est la volonté supposée de la lutte contre le terrorisme par l'Union européenne qui a subi récemment des attaques terroristes, le Bataclan en France, mais aussi quotidiennement, en tout cas en Europe, il y a facilement 1 ou 2 personnes qui se font tuer tous les jours par des populations censées venir nous enrichir culturellement. En tout cas statistiquement, les données sont publiées par les polices allemandes, françaises et d'autres qui montrent ces faits indéniables. Alors, face à cette attaque, cette vague de terrorisme, depuis quelques années, l'Union européenne décide de mettre en place une loi qui était visiblement préparée à l'avance, qui était qui était préparée et qui, notamment, rend plus difficile l'accès par les honnêtes citoyens d'acquérir et qui rend le processus bureaucratique un petit peu plus compliqué. Mais pire que ça, parce que ça, encore les changements sont faibles, le pire que ça, c'est qu'elle constitue que le fait de posséder des armes n'est pas un droit fondamental du citoyen qui doit être plus ou moins limité ou plus ou moins réglementé par un État parce qu'on ne veut pas que des personnes folles ou déséquilibrées puissent accéder à nos armes, etc. Bon, ça c'était quelque chose qui existait plus ou moins et qui pouvait être éventuellement renforcé. Non, on change complètement le statut, c'est que l'État donne l'autorisation aux citoyens de posséder des armes. C'est un changement philosophique très important et que cette loi donc européenne, d'ailleurs contestée et modifiée dans son application par un grand nombre de pays européens, on parlait du Tessin, l'Italie, au contraire, a assoupli ces lois par rapport aux citoyens et leur donne la possibilité d'acquérir des armes pour la défense du domicile, ce qui n'est même pas dans le droit suisse, puisque nous, on était beaucoup plus vague, et plus on en viendra. La République tchèque, par exemple, qui est aussi un producteur d'armes, a assoupli
à négocier un assouplissement de cette directive européenne, de cette loi européenne, pour mieux s'adapter à la culture, qui est une culture où la possession des armes est très 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 fréquente, un peu comme en Suisse, mais qui est aussi très ancienne et très fréquente en République tchèque. Beaucoup de pays européens ont fait des amendements sur cette loi. La Suisse, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, elle a quasiment accepté, avec quelques faibles modifications liées au fait que nous avons une armée de milices, et donc sur certains fusils, il y a eu un assouplissement de cette loi sur le fait que nous avons cette possibilité de hacker. Le Parlement suisse l'a accepté quasiment sans négociation, et évidemment, il y a eu un projet référendaire qui a eu un gros succès, plus de 120 000 signatures en 3 mois, mais évidemment, aux urnes, la loi, enfin, ce référendum a été rejeté, et donc la loi va être appliquée au 1er janvier 2020. La loi ne change pas beaucoup, encore une fois, par rapport à la législation suisse, passer de chargeur à 30 coups pour celui qui a acheté légalement un AK-47 pour sa collection. Le fait qu'il ne pourra plus acheter des chargeurs 30 coups ne change pas grand-chose. Mais surtout, fondamentalement, il y a ce changement philosophique. Et puis, il y a dans son utilité le fait qu'aucun terroriste du monde n'achète des armes d'un point de vue légal. Aucun des attentats terroristes qu'il y a eu dans le passé récent n'ont utilisé des armes légales. Ce sont toutes des armes obtenues par le marché noir des stocks libyens ou des stocks ex-yougoslaves ou par le trafic international que les mafias gèrent, que la loi existe ou pas. Donc l'utilité de la loi est reconnue même par ses promoteurs comme étant absolument inutile pour lutter contre le terrorisme, mais n'est qu'une entrave supplémentaire aux citoyens, et on va en parler, le citoyen armé, qui est une des fonctions, un des piliers en fait de cette démocratie suisse, et d'ailleurs athénienne aussi, parce qu'à mon avis ça vient de là. Le citoyen armé, responsable de sa patrie, de sa ville, de sa population, et surtout de sa famille, de sa famille, de sa maison, va la défendre. Ouais. Et donc, pour la défendre efficacement, il va la défendre contre les criminels, il va la défendre contre éventuellement les animaux sauvages, bon ça c'est encore avant la chasse, mais il va la défendre contre l'ennemi. Donc la population en armes peut défendre la nation, et la nation est en fait une émanation du peuple. Ouais. Et surtout contre l'État. Et voilà, et c'est ça où il n'y a pas eu de débat là-dessus. Et ça, c'est quelque chose où les Américains sont très conscients de ça. Quand on leur dit, mais vous n'avez pas besoin d'un AK-47, vous n'avez pas besoin d'un fusil d'assaut pour vous défendre contre un criminel. Je dis, mais c'est pas du tout pour se défendre contre un criminel qu'on a un fusil d'assaut à la maison. On a un fusil d'assaut à la maison parce que si notre pays se fait envahir, on va le défendre et on a une arme de guerre, bien sûr. Mais c'est surtout si l'État devient tyrannique, on va le déboulonner. Ouais. Et il ne faut pas avoir de faux semblants. Chez moi, à côté de mon lit, dans un coffre qui réagit à mes empreintes digitales, qui est fixé au mur, j'ai qu'à mettre ma main dessus, clac, le cerveau, j'ai un revolver pour qu'à 3h du matin, quand j'ai la tête dans mes fesses et que je suis un peu endormi, j'ai pas besoin de réfléchir, de faire un mouvement de charge, de voir si j'ai un charge, etc. J'ai un revolver chargé, j'ai 6 coups de 357. Le cambrioleur qui rentre chez moi, d'abord je l'identifie, je lui fais éventuellement une sommation, et ensuite on le neutralise. On neutralise la menace, on ne tue pas, on neutralise une menace. C'est comme ça que la légitime défense est gérée par la loi. Mais si demain l'État devient tyrannique, ou si nous sommes envahis par une puissance étrangère qui nous aura infiltrés ou qui nous attaque à la frontière, à ce moment-là, je vais dans un autre coffre, je prends les fusils d'assaut, je prends les gilets pare-balles, je prends mon uniforme, mes casques, et je vais rejoindre mon unité d'active ou de milice, et là, on va prendre des mesures pour lutter contre le danger. Et là aussi, on va essayer de le neutraliser. Donc, cette approche de dire, vous n'avez pas besoin d'un chargeur 30 coups, mais d'abord, qui êtes-vous pour décider ça? Mais enfin, le résultat de ces votations, c'est que nous avons, de manière étonnante, en nombre de chiffres, parce qu'il y a quand même des centaines de milliers de Suisses qui sont armés, des citoyens, donc qui sont allés voter, et le résultat aux urnes a été impressionnamment défavorable. Ouais. Bon, admettons que les votations soient faites dans la pure légalité et que tout soit compté correctement, c'est une grosse déception. Je le dis, ça a été une grosse déception pour moi. J'avais
pas beaucoup d'espoir que. Je pensais qu'à 52-53%, ce référendum a été rejeté, mais il a été rejeté en moyenne à 60 et quelques, 65, je crois. C'est une grosse défaite. Jusqu'à 75, dans certains Oui, cantons, naturellement, dans les cantons centraux, c'était moitié-moitié. Mais j'étais sûr que ça va pas passer, ouais, c'est-à-dire que ouais, les moi lois aussi. dites européennes seraient appliquées. Bah, comment on peut analyser ça? Bah, tout d'abord, me semble-t-il que euh, qu'est-ce qui c'est cette qu'est-ce qui c'est cette histoire des armes, en quelque sorte? C'est l'expression de la virilité. Mhm. J'essaie toujours d'analyser cela. D'abord, prenons une certaine distance, c'est-à-dire vision anthropologique Tout du à fait, c'est problème, important. et surtout prendre la distance du temps. Comment examinerons-nous, même si actuellement on a tous les mémoires d'un petit poisson, mais quand même, euh, il existe quand même des gens qui peuvent voir le problème à long terme. Eh bien, c'est, me semble-t-il, le problème de la masculinité en Suisse, en Europe en général, mais voilà, on nous offre ici un exemple à décortiquer pour la Suisse. La Suisse qui n'a pas porté ses armes au-delà de ses frontières depuis plusieurs siècles, bon, naturellement, hormis la garde au Vatican, mais on n'a pas fait les guerres. Et comme on sait, suivant la formule quasi sanctifiée d'Héraclite, c'est la guerre qui est le combat qui est le père de toutes choses, si on suit les traductions françaises. Et bien, c'est assez Mhm. important, me semble-t-il, c'est une musculation des mâles suisses. C'est là l'attaque féministe euh, qui vise tout simplement à castrer l'homme, euh, le mâle, qui euh, et qui l'impose en quelque sorte. Voici qu'est-ce que c'est en fait l'arme. L'arme, c'est aussi surtout le symbole phallique. Et voilà que c'est moi qui t'impose comment tu vas en user. On peut aller jusqu'à là Ouais, je pense que c'est dans cette pertinent. analyse. Et la Suisse, ça c'est la première chose qu'on peut dire et puis le mettre de côté. Et puis, le peuple suisse est quand même un peuple bien criminel aux yeux de ce qu'on appelle la communauté européenne. Pourquoi? Parce que via cette politeia, c'est-à-dire l'inverse de cette démocratie qui est le mauvais système, ce qu'on appelle la démocratie suisse, qui est Mhm. moi la polité aristotélicienne, eh bien, le peuple suisse a commis quelques crimes. Il a commis la votation naturellement anti-immigration, d'ailleurs la votation qui n'est toujours pas Pas toujours pas appliquée, appliqué. ne l'oublions pas, mais il a commis quelque chose qu'on commence par malheureusement oublier, c'est cette votation anti-minaret qui a eu lieu bien avant, c'est-à-dire, me semble-t-il, en 2009. Et c'était très drôle. J'étais encore inscrit en thèse à cette époque à Paris 4 Sorbonne. J'ai suivi le cours de littérature grecque chez Alain Pio, mon premier éditeur en tant qu'helléniste. Et donc j'étais à Paris lorsque le peuple suisse a commis cette Lèse-majesté. lèse-majesté parce que je l'avais vu avec les yeux non seulement d'un Français, mais surtout, ce qui est pire, un Parisien. Comment cette votation anti-minaret a été perçue par les Parisiens intellectuels. Donc, ils ont osé, parce que naturellement, c'est non seulement les Suisses romands qui regardent la télévision française, mais aussi la pseudo-élite parisienne française a la vision de la Suisse via les télévisions romandes qui sont découpées et fournies comme ça aux spectateurs parisiens. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ben non, jamais ils n'oseront voter contre les minaret. Et là, et on avait eu l'impression qu'effectivement,
tout le peuple suisse, à 90%, à 90%, est contre cette proposition de référendum portée par M. Feisinger, me semble-t-il. Voilà. Et ce fut un choc. Et c'est à ce moment-là, ils ont osé. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire une pression sur les Suisses. C'est-à-dire, vous avez osé, mais vous regardez ce que vous avez fait. Mais nulle part ailleurs, les minarets, les constructions des minarets, je présume à nos spectateurs qu'effectivement les 4 minarets qui existaient avant les votations existent toujours. Ils existent toujours, on ne les a pas démolis. Voilà. Pas encore. Voilà. Non, mais il n'y a pas de raison pour l'instant d'en parler là. Exactement. Il faut être nuancé. Oui, oui. Nous sommes nuancés. Voilà. Donc, il faut les éduquer. Et c'est ça, c'est le cri de tout, ce qu'on appelle en France les droites et le centre et toute cette caïra sarbanargue. Il faut les éduquer. Exactement comme... et c'est quelque chose qui est... cette obsession révolutionnaire trotskiste et non pas stalinienne, elle perdure là. Vous vous souvenez, lorsque M. Macron, encore candidat à la présidentielle, on lui pose la question, ça c'est d'ailleurs dans notre registre, vous voyez bien, votre épouse, elle est un quart de siècle plus âgée que vous. Elle dit, et où est le problème ? Ici, les Français sont choqués, eh bien, il faut les éduquer. Mais c'est normal, parce que, dit-il, un homme aussi le plus âgé de 25 ans, et avec son épouse, eh bien, il faut parler de l'égalité. Mais non, précisément. En plus, l'utilisation, je crois qu'on est dans un monde, et tu parlais très très justement du manque d'éducation et même d'intelligence de plus en plus de la population. On apprend la bêtise et le non-raisonnement. La définition même du terme normal est devenue absurde. Par exemple, si on peut trouver, et d'ailleurs ça a été le cas pendant très longtemps dans beaucoup de pays européens, si on peut trouver par exemple, prenons un exemple pas du tout polémique, que l'homosexualité peut être tolérée dans la société, mais on ne peut pas dire qu'une pratique qui ne touche que 1% de la population, ou 1,5% si on ajoute peut-être les gens curieux, on va dire, mais enfin, une minorité, on ne peut pas dire que c'est normal, par définition du terme. Alors, si on veut changer la définition des termes et qu'on veut appeler ceci une chaise et qu'on veut appeler ceci un ballon, ok, mais là, on a un problème cognitif extrêmement profond parce que le langage, comme notre ami Chomsky l'avait très bien étudié à l'époque, en tout cas, l'avait mis très bien exprimé en tout cas, est fondamental. C'est parce que si nous pouvons appeler ceci à peu près quelque chose de sphérique, toute personne qui a à partir de l'âge de 2 ans, même avant, sait que ceci est une pomme, mais on peut aussi l'appeler un fruit. Donc la catégorisation linguistique et sémantique, elle peut être légèrement malléable, mais la civilisation humaine, au plus profond de celle-ci, ou même au niveau de petits groupes tribaux, se base sur le langage symbolique qui est une convention. À partir du moment où on change la définition des mots, et c'est voulu, à partir du moment où on considère que l'exception d'un homme qui épouse une femme 25 ans plus âgée que lui, avec la stérilité que ça implique, et donc l'incapacité de prévoir le futur, c'est important. C'est surtout cela. Et oui, à partir du moment où on considère que c'est normal d'avoir comme loisir des pratiques homosexuelles, là aussi stériles, et donc le futur devient moins important, etc. etc. Je pourrais prendre plein d'autres exemples. À partir du moment où on change la définition sémantique, encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur sur la pratique en elle-même, mais nous changeons le ciment, le lien qui fait que des personnes peuvent se comprendre et peuvent donc communiquer, donc travailler. Donc là aussi, on arrive à des situations de stérilité, au-delà du physique, de stérilité symbolique. Et donc nous arrivons là on reviendra, alors c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais on arrive forcément à l'effondrement de cette société. Donc à partir du moment où on considère que les gens qui planifient ceci, parce que c'est évident, ne sont pas des gens stupides, ils comprennent très bien que l'objectif final c'est l'effondrement et la destruction de la société haute, tuée par ce virus
de l'abrutissement, du changement sémantique, effectivement de l'inversion de toutes les valeurs, etc. J'ai essayé de retomber sur mes pattes pour revenir sur le sujet dont on est parti, mais nous arrivons forcément à ce qui est une destruction programmée, donc un crime, puisqu'il y a des morts, il y a des gens qui se font découper au couteau, effectivement il y a des victimes du terrorisme. Terrorisme qui, c'est important de le dire, je ne suis pas là à me plaindre seulement des Européens et des Européennes qui sont victimes du terrorisme, du viol qui est une arme de terreur, mais je dois défendre là aussi les gens du reste du monde qui, bien avant nous, en fait, ont été aussi victimes du même terrorisme, on peut appeler ça un impérialisme, peu importe là aussi la définition, mais les millions d'Irakiens qui ont été tués, les dizaines de millions d'Africains qui ont été mis en esclavage et tués, tant par les uns que les autres, hein, on va pas, au cours de l'histoire récente, hein, je ne parle pas de 1600, je parle du XXe siècle et du début du XXe siècle, les victimes de ce processus de destruction totale, de ce pillage généralisé dont la Suisse est en train d'entrer dans sa phase également ultime, on ne parle même pas de l'Europe, il est à une immense échelle et terrifiant. Il n'y a encore que l'Asie qui, plus ou moins pour l'instant, semble être épargnée par ce phénomène. Mais en tout cas, l'Occident est ravagé. Et lorsque les Français, l'intelligentsia française parisienne que tu mentionnes, juge la Suisse, la réponse que les Suisses avaient traditionnellement était de dire « Regardez comme ça marche tellement bien chez vous par rapport à nous, et donc permettez-nous de ne pas écouter vos conseils. » Mais aujourd'hui, ça change. Je suis retombé sur mes pattes. Bah oui, et je pense que depuis 2019, précisément depuis ce référendum horrible, comme on le considère de l'autre côté de la frontière, eh bien, on travaille la Suisse. C'est-à-dire, non seulement c'est l'abrutissement, mais aussi c'est une espèce de pénalisation psychique. C'est-à-dire, on vise l'âme helvète le plus profonde et dire, ben voilà, vous êtes les mâles brutaux, vous pratiquez le tir, et effectivement, avec ça, on ouvre les frontières suisses, naturellement, et les nouvelles populations qui arrivent, eh bien, elle n'est pas du tout attachée, ils ne sont peut-être pas un juif ashkénaze éduqué en Union soviétique, donc qui est venu ici pour s'assimiler, pour s'intégrer à cette population. Non, ils arrivent pour créer les communautés, lesquelles ne souhaitent nullement qu'un Suisse libre puisse défendre, un jour venu, défendre sa famille, sa progéniture, contre une certaine invasion, et surtout qui est cette forteresse intérieure, si je puis reprendre la terminologie stoïcienne, en lui. C'est-à-dire qu'il peut défendre son être intime, c'est-à-dire il y a une espèce de limace qui le sépare. Et c'est ça qu'on démolit, et c'est ça qu'on n'a pas su. Je pense que pour les soviétoïdes, je suis conscient d'utiliser la terminologie de Jean-Marie Le Pen, les soviétoïdes de Bruxelles, ce fut effectivement une gifle violente, cette votation de 2009 anti-construction minaret, et ils n'ont pas supporté. Et là, on voit cela, comment ces deux pays qui se sont préservés psychiquement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire la Suisse et la Suède, qui subissent les mêmes attaques, puisqu'ils se sont préservés également, non seulement ethniquement, je ne parle pas de Skene, de Malmö et tout cela, mais ethniquement et aussi financièrement. Eh bien, il y a une espèce d'avalanche qui s'abat sur ces deux pays pour les, tout d'abord, métisser, pour exciter jusqu'à la psychopathie ethnique, le féminisme des femmes autochtones, pas des autres, naturellement, les autres, ce sera toujours dirigé non pas contre les hommes de leur ethnie, mais les hommes blancs, naturellement. Je ne me défends même pas, puisque souvent les juifs ashkénazes sont considérés comme les hommes blancs.
Oui, mais enfin, d'ailleurs, ils le sont, mais c'est la deuxième fois que tu te définis juif ashkénaze, mais tu n'es pas juif, tu n'es plus juif. Tu n'es pas religieux. Religieux, non, mais si on peut ouvrir cette parenthèse, c'est une vision racialiste, naturellement. D'accord, mais en fait, la vision racialiste sur les juifs ashkénazes, il n'y a que les juifs ashkénazes et les nazis qui l'ont, parce que la plupart des gens considèrent les juifs ashkénazes comme étant des Européens qui ont une religion du Moyen-Orient, mais qui sont ethniquement... une religion du désert. Une religion du désert, on peut appeler ça comme ça. Mais enfin, ethniquement, en plus, par les mélanges qu'il y a eu depuis 2000 ans, il me semble que c'est une ethnie qui est, dans l'ensemble, assez européenne. Mais c'est une question à part. Je sais bien, mais je rebondis parce que c'est vrai que les lecteurs, il y a toujours des lecteurs qui vont dire « Ah, mais alors, le nez et les oreilles, moi souvent on me dit « Mais ok, en fait, t'es un juif caché, mais on s'en fout. » D'abord, je pourrais le prouver, mais ce serait indécent. Mais enfin bref, c'est pas ça qui est important, ce sont les idées qui sont importantes, c'est ce qu'on véhicule. Après, on en avait discuté en off, il y a une génétique qui peut parfois porter certaines pathopsychologies en moyenne plus chez les uns que chez les autres, etc. Mais ça, c'est la sélection naturelle, mais ce n'est pas, encore une fois, ce sont des moyennes, ce ne sont pas... Moi, je n'arrive pas à catégoriser les gens par une approche ethno-racialiste. Ouais. Après, je vois bien quand il y a une ethnie très différente de la mienne, et ainsi de suite, et chacune a ses qualités, ses défauts, ses aspects intéressants et moins intéressants, mais ce sont quand même les idées qui comptent dans le façonnement du débat, dans le façonnement dans la recherche de la vérité. Ouais. Je l'avais dit en guise d'humour, naturellement, mais effectivement, lorsque on est élevé dans un milieu ashkénaze, tel que je l'étais, notamment en Union soviétique, eh bien, mes parents n'ont jamais mis le pied dans une synagogue, n'ont fêté aucune fête israélite, mais c'était clair, toi, tu es juif, et les autres enfants que tu amènes à la maison ne le sont pas. Donc, la frontière ethnique était indiquée tout de suite. D'ailleurs, c'était aussi clair lorsque j'ai reçu mon premier poste universitaire à Paris. On m'avait dit, Monsieur Livry, je sais qu'on a fait une enquête sur vous, vous êtes naturalisé français, vous avez francisé votre nom tout à fait ashkénaze lors de votre naturalisation par Monsieur Jospin. Eh bien, on vous prend tout simplement parce que vous avez publié un tel article, non seulement pour que vous avez fait les découvertes sur Nabokov et Nietzsche, non, on vous prend parce qu'on a fait une enquête sur vous et on sait que vous êtes juif ashkénaze. C'était dit clair. C'est de la discrimination positive. Exactement. Parce qu'on sait très bien à quel point les médias, les milieux universitaires ont tellement peu de représentation de juifs ashkénazes en Europe. Et aux États-Unis, c'est incroyable. Bravo, tu luttes pour la cause. Voilà. Et c'est pour cela que lorsqu'on a compris que je n'ai précisément pas de réflexes tribaux, ça coûte cher. Je me retrouve exilé en Suisse. Où justement, pour nous défendre avec les armes. Alors, Et c'est très intéressant de ta remarque à propos des États-Unis, parce que même la législation de certains États des États-Unis est différente par rapport aux armes. Oui. Quand j'arrive aux États-Unis et je veux vraiment me défouler avec les armes automatiques, où je vais au Texas. Naturellement, parce que c'est précisément dans les environs de Houston qu'on peut vraiment tirer, on paye 10 francs, dollars américains, c'est la même chose, et là, durant tout le jour, on peut aussi les munitions, on peut s'exercer dizaines, quinzaines d'armes automatiques, même des Russes, des Tchèques, des Yougoslaves, mais surtout les Américains naturellement, il y a aussi des hybrides naturellement, quand on fait des Kalachnikov et des armes américaines aussi, mais les mêmes armes dans les États des États-Unis où
Le métissage forcé, que l'on appelle les villes-asiles, existe notamment en Californie. Il y a une législation extrêmement stricte. Et la même qu'utilisent arme, les terroristes. voilà, c'est ça. La même arme que vous utilisez dans les environs de Houston pour vous amuser, à San Francisco ni à San Diego, vous ne pouvez pas l'utiliser, sauf naturellement les bandits. Mais même au sein, voilà, même au sein là, ils ont toutes les armes. Même au sein d'un endroit où il y a une législation, par exemple libérale sur les armes, aux États-Unis, dans certains lieux, comme par exemple les écoles ou les universités, ce qu'ils appellent les gun-free zones, eh bien à ce moment-là, elles sont totalement interdites. Sauf qu'évidemment, le terroriste, lui, ne respecte pas la loi, et donc lorsque le terroriste ou le fou, lorsqu'il veut faire une tuerie, le fou à cause des médicaments qu'ils prennent les États-Unis, hein, c'est pas tous ces tueries de masse à 100%, c'est des gens qui étaient sous antidépresseurs et de mauvaise nourriture. Et oui, alors il y a toutes sortes de facteurs aggravants, mais c'est vrai que c'est là où on attaque. Donc c'est là le paradoxe où en fait le renard ne s'attaque pas aux chiens, il s'attaque aux poules désarmées forcément. Donc si on ouvre en plus la porte du poulailler à tous les renards, ça va évidemment après il va y avoir des pertes. Mais par rapport même à l'aspect, tu mentionnais tout à l'heure l'aspect phallique des armes, je suis obligé de dire à ce moment de la vidéo, à ceux qui nous écoutent, c'est que c'est vrai que l'utilité de ces armes, elle est évidente, mais faut-il encore savoir, comme le phallus, s'en servir correctement. Parce que, et ça je le dis à plein de gens qui me disent « Qu'est-ce que tu penses du Glock, du SIG, du machin ?» Peu importe ce que vous achetez, et achetez plutôt de la qualité, etc., si vous voulez, mais apprenez à vous en servir. Faites des formations, et c'est ta remarque sur le Texas, je ne voudrais pas que les gens méprennent l'idée d'aller tirer au stand tir, etc., comme étant une arme n'est pas seulement le symbole phallique pour tenir quelque chose dans la main et de ferrailler ou tirer. Il faut apprendre. Et on a aujourd'hui vraiment des très bons formateurs encore en circulation qui savent vous apprendre à utiliser les armes dans le contexte légal adéquat. C'est très important de savoir si par malheur vous êtes dans la situation où vous allez devoir vous défendre et les utiliser, vous devez savoir quoi faire, vous devez savoir quoi dire, vous devez savoir comment gérer votre stress, votre panique, et ensuite expliquer aux forces de l'ordre pourquoi et comment et dans quel contexte et vous avez dû utiliser, vous étiez en situation de légitime défense ou pas, parce que si vous ne l'étiez pas, là vous allez avoir des gros problèmes, parce que clairement, même si vous vous défendez et que vous neutralisez une personne et que cette personne neutralisée finit par décéder des suites de la neutralisation, il va y avoir d'office une procédure pénale à votre encontre qui peut être ensuite, en fonction de ce que vous dites ou pas, classée sans suite si vous étiez effectivement en légitime défense, ou si vous avez abusé de votre force, ou si vous avez causé des dégâts à des tiers, eh bien là vous allez avoir une poursuite à votre encontre qui peut être pénale et en plus civile. Donc, et tout ça c'est normal, c'est normal dans un cadre d'un état de droit pour justement réglementer et pour éviter ce que justement on nous dit souvent dans ces élections, mais si tout le monde a des armes, les gens ils vont se balader dans la rue et les utiliser dans tous les sens. Absolument pas. Non. On ne le remarque pas en Suisse, on le remarque même très peu aux États-Unis, malgré le fait que chaque fois que ça arrive c'est médiatisé. Il y a plus de 1 million de cambriolages qui ont été arrêtés sans mort, parce que le personne qui se défendait chez lui aux États-Unis, par année, il faut savoir qu'il y a 3 millions de crimes par année aux États-Unis. 1 million de ceux-ci sont arrêtés par la personne qui se défend parce qu'elle porte une arme, et dans 98% des cas, le fait de montrer qu'on a une arme et de faire savoir qu'on a une arme fait cesser immédiatement l'agression. Il n'y a aucun coup de feu qui a été tiré, mais ça évidemment on n'en parle pas dans les médias. Tout à fait. Voilà. Et j'estime que premièrement, l'aspect monoethnique des lieux où vit la population armée prévient effectivement des crimes, et effectivement ce qu'on appelle faussement le multiculturalisme, c'est-à-dire multicriminalité, voire les guerres multiethniques, et bien là, premièrement, il y a un tas de meurtres
crimes de sang, disons, divers, dus à l'usage des armes. Ces armes, selon les statistiques, souvent illégalement acquises. Et en revanche, le gouvernement, je reviens à la Californie, par exemple, la France actuelle qui désarme sa population, eh bien, le gouvernement ou la suite de gouvernement qui a permis l'installation de cette guerre permanente, comme dit, révolution permanente, comme disait l'autre, sur son territoire, désarme la population qui obéit à la loi, c'est-à-dire les autochtones qui éprouvent souvent la haine raciale envers les autochtones, et pour cela on n'a qu'à voir les statistiques des crimes de sang aux États-Unis, puisque là-bas la statistique raciale est autorisée, voilà, et bien la population autochtone n'a pas la possibilité de se défendre légalement, puisque même tout simplement la force des armes utilisées par des gangs ethniques, dans la même Californie, dans la même ville de Los Angeles, effectivement, et cette force, cette puissance de feu est beaucoup plus supérieure à ce que peuvent opposer effectivement des citoyens armés légalement. Aux États-Unis, un consultant pour le département de la Défense a publié les notes de son rapport qu'il a rendu pour le gouvernement des États-Unis sur l'hypothèse d'une guerre civile aujourd'hui aux États-Unis. Il a montré qu'aux États-Unis, il y a plus de 150 millions de personnes qui sont armées, et il estimait qu'aujourd'hui, si une guerre civile devait arriver, à peu près 30 millions de citoyens américains en armes pourraient se lever pour contester un gouvernement devenu tyrannique. Et dans son rapport, il montrait qu'à peu près 90% de l'armée américaine se prendrait comme côté, choisirait de plutôt être du côté de la population et non pas de lutter contre ce genre de révolte. Et il montrait que finalement, les gauchistes, si on veut, parce que c'était cette hypothèse-là qui était mise en place par le scénario, en fait, ce sont des gens qui sont urbains, qui vivent dans des quartiers protégés par la police et qui ne sont pas armés. Or, aux États-Unis, ben voilà, les gens qui ont voté Trump, qui sont contre la tyrannie qui se met en place sournoisement depuis de nombreuses années, depuis l'assassinat de Kennedy, même avant, eh bien, eux sont plutôt armés et la police et l'armée se mettraient de leur côté. Et donc, il montrait qu'une guerre civile aux États-Unis serait gagnée immédiatement par la population ethniquement d'origine européenne, mais pas que, qui se révolterait contre l'État. Donc, c'est un scénario, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va arriver, ça ne veut pas dire que c'est une hypothèse de travail qui avait été mise en place. Et ce qui m'a frappé, c'est que, par rapport à la Suisse, c'est que non seulement nous avons voté contre cette loi, donc nous nous limitons, mais c'est surtout la censure, l'autocensure qui se met en place chez beaucoup de gens, y compris des possédeurs d'armes. Je vais prendre deux exemples. Même en France, par exemple, premier exemple, en France, lorsque cette loi européenne est arrivée, parmi les grands défenseurs de cette nouvelle loi européenne étaient les fédérations françaises de tir, qui disaient « Ah, mais nous ne faisons que du sport, nous tirons sur des cibles, nous avons, il y en a qui font du biathlon, il y en a qui font du tir sportif, c'est pour apprendre la maîtrise et Ok. Donc, oui, très bien, limitons les armes, il n'y a pas de problème, parce que nous, on est des citoyens très respectueux des lois, il ne faut surtout pas venir nous embêter, donc on est pour la loi. En sachant que tôt ou tard, on viendra leur prendre leurs armes de sport aussi. Deuxième anecdote, c'est que je suis membre d'une fédération de tir en Suisse, et pour être vraiment sûr qu'avec cette loi qui change, je puisse montrer puis aussi pour accéder à des meilleures infrastructures, j'ai déposé ma candidature près d'une autre association de tir, c'est une association en Suisse, et à Genève, très prestigieuse, très connue, avec des installations extraordinaires.
bien qu'on ne puisse pas tirer comme je l'aime, mais bon, on fait du tir de précision, 300 mètres, 25 mètres au pistolet, 300 mètres au fusil d'assaut. Et donc j'ai posé ma candidature, j'ai passé évidemment haut la main les examens de contrôle pour est-ce qu'on est bien dans le cadre de la sécurité, tout ça parfait évidemment. Ça fait des décennies que je tire, donc je n'étais pas surpris de passer. Mais lors du contrôle, évidemment, lors de l'Assemblée qui devait oui ou non donner son aval à ma candidature, évidemment ils connaissent, ils ont su, et d'ailleurs je ne l'ai pas caché, mais ils savent quelle est voilà, c'est ce genre de vidéos et mes livres. Et ils se sont dit, non pas qu'ils soient en désaccord avec ce que j'ai pu dire ou ce que j'ai pu surtout écrire, mais ils se disent, si un jour il y a un contrôle, et si jamais il y a un problème, et il vaudrait peut-être mieux pas d'avoir quelqu'un de sulfureux, on ne sait jamais, parce qu'à ce moment-là, on nous ferait des soucis, etc. Donc, et donc on m'a refusé. En plus, c'était à Genève, je suppose. Oui, c'était à Genève. C'était à Genève. Ouais. Et individuellement, ce sont des gens très bien. Ouais. Mais par rapport à cette prise de responsabilité, ils se sont dit non, il vaut mieux s'auto-censurer que ça. Et en fait, ça fait parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait faire du tort avec ses positions sur justement. Donc en fait, on s'auto-censure et on prépare la prochaine étape, parce que c'est ça où on va. La prochaine étape dans 5 ans, c'est-à-dire cette loi européenne va être mise à jour automatiquement chaque 5 ans. Et sauf référendum, si ça existe encore dans 5 ans, la Suisse va devoir accepter les nouvelles moutures de cette loi qui vont, alors là on va dire non, mais un chargeur de 20 coups c'est trop, on va passer à 10, et puis surtout on va dire telle catégorie d'armes, on la déclasse petit à petit. Alors aujourd'hui, les armes en semi-automatique par exemple sont passées d'armes soumises à autorisation normale à soumises à autorisation exceptionnelle, et puis plus tard on va les passer à armes interdites. Alors, il faut dire en Suisse que les armes interdites peuvent quand même être achetées soumises à une certaine demande que pour l'instant, les autorités de police cantonales donnent assez complaisamment, et tant mieux parce qu'ils comprennent l'esprit. Mais enfin, ça peut changer, et surtout, on est soumis à la bonne volonté de l'administratif, et ce n'est plus, encore une fois, c'est comme on dit au tout début, ce n'est plus un droit fondamental qui est réglementé, c'est une autorisation qu'on nous donne. C'est un droit qu'on nous donne, et ça change complètement l'approche. En réalité, à la fin, le problème aussi que l'on voit en Suisse, c'est que beaucoup de gens, et j'en connais plein, qui étaient possédeurs d'armes, qui étaient probablement dans des catégories, on va dire, grises, qui étaient les armes qu'ils ont trouvées de leurs grands-parents dans leur grenier, des armes qu'ils avaient achetées lors des bourses il y a quelques années où il n'y avait pas de papier qui se faisait dans les transactions. Ces gens ne veulent plus les réglementer. Oui. Parce que s'ils savent qu'ils ont le droit de les avoir, mais c'est simplement d'avoir un tampon et de payer une petite taxe, ça pouvait aller. Mais aujourd'hui, ils ne le déclareront plus. Donc en fait, on a créé immédiatement dans un pays où il n'y en avait pas, un marché gris des armes et une attitude maintenant de cachette, de cache, où on ne veut pas montrer qu'on a certaines armes, on les cache, et donc ça veut dire que les gens vont les vendre, tôt ou tard, parce que les gens vieillissent, au bout d'un moment, il y a une grande partie de la population qui est âgée, qui vont vendre leurs armes, alors des armes de poing, des armes longues, etc. Et comme c'est du marché gris, ils vont plus pouvoir les déclarer, ils vont les vendre. À qui? Ils vont les vendre à des gens, et on ne sait pas qui c'est. Et là, on risque de retrouver à ce moment-là, plus tard, dans un monde peut-être un peu trouble, eh bien, des gens qui s'arment, des gens qui ne sont pas des citoyens responsables. Et donc, en fait, on a créé un problème avec cette loi. Ça, c'est un petit détail et on a eu beau en parler. Pour revenir à cette votation, et pour revenir à la ligne rouge dont on s'est un petit peu écarté, mais la population n'a pas compris, on n'a pas voulu comprendre, on n'a pas pu lui expliquer, y compris par les partisans du référendum, tous ces détails. Je reviens aussi, je vais donner seulement, je vais ouvrir les parenthèses, je vais les fermer. Ce problème de l'éducation, ce problème de dissonance cognitive des populations, parce que je suis très rarement de ce qu'on appelle des news, mais il suffisait
J'étais en Suède, donc j'ai lu quand je suis là-bas ce qui se passe et ce qu'ils se disent en français. Donc c'était cette votation en Suisse et il y avait pas mal de déclarations à propos d'autres choses dans le monde francophone de l'autre côté de la frontière. Donc ce qu'on disait, on va préserver notre population, disait-on en Suisse, que les armes illégales soient accessible à la population. Disaient des professeurs de Bâle, de l'université de Bâle notamment. Voilà, donc on va les limiter avec leur logique de dissonance cognitive, c'est-à-dire psychopathique. Et bien, la population, surtout les personnes dérangées, les personnes malveillantes, des criminels de métier, n'accéderont pas à ces armes. Voilà, c'est ainsi. Et la population votait pour votre protection. En plus, la communauté européenne, elle nous aide, disaient ces personnes dérangées, parce qu'on va maintenir mieux nos frontières suisses. Et c'était ça aussi l'argument, n'est-ce pas? Nos frontières suisses seront mieux protégées, c'est-à-dire un demandeur dit d'asile qui va venir ici et il ne va pas demander un asile politique dans l'autre pays. Genre, il demande en France, par la suite il est débouté, il ne pourra pas demander en Suisse. Donc nous, on vous protège. C'était aussi ça l'argument. N'est-ce pas? Donc, une petite arme ne pourra pas passer suite à cette loi, et c'était un des arguments principaux de ces défenseurs de cette ingérence du Conseil de l'Europe. Et en même temps, lorsqu'on écoutait le gouvernement français, à commencer par le président français, à commencer par le ministre, une dame assez bizarre, ministre d'Intérieur, quelle était leur déclaration? C'était les déclarations telles, l'invasion, c'est-à-dire comme elle disait, l'immigration, non, la migration, elle disait, c'est actuellement, dans notre monde actuel, on ne peut pas l'arrêter. C'est-à-dire, quoi qu'on fasse, les hommes, les foules entières, les tribus de l'Afrique, ils vont de toute façon venir s'installer chez nous et on ne peut rien faire. C'est-à-dire, et ça se disait, c'est pour cela que j'ai dit qu'il y a un problème de dissonance cognitive chez la population suisse, parce qu'ici, par exemple, on suit les choses qui se passent, qui se disent en France. C'est-à-dire, les personnages d'État français disaient quoi? Les foules d'humains traverseront les frontières sans qu'on puisse les arrêter, n'est-ce pas? Mais en même temps, les professeurs universitaires et les hommes politiques dits responsables disaient aux Suisses, peut-être dans la même langue française, ah non, les petites armes qui vont traverser les frontières, celles-ci, on va l'arrêter. Ils n'arrivent même pas à empêcher les armes, les drogues dans les prisons. Voilà, alors, ni les téléphones, ni même des femmes dans certaines prisons françaises. Donc, il me semble-t-il, pourquoi peut-être que je peux dire ici une partie ce que je raconte lors des conférences closes, réservées, que je fais sans caméra. Rappelle-nous où on peut s'inscrire et quel est ton site web. Le site web, peut-être que tu pourrais... Je le mettrai dans la description. Voilà, c'est cela. Et, par la suite, je fais une certaine sélection aussi. Très bien. Pour que... Non, parce que j'ai pas mal de problèmes de dénonciation, parce qu'il y avait des professeurs universitaires qui sont glissés, et par la suite, ils m'ont dénoncé tout simplement. La liberté d'expression et la recherche de la vérité ne sont pas, ne sont pas appréciées de nos jours, y compris par cette plateforme que nous utilisons aujourd'hui, mais je mettrai cette vidéo sur BitChute, et peut-être pendant quelques jours sur YouTube, on verra si ça reste. C'est une discussion anthropologique que j'engage avec ces gens, qui sont souvent les notables de leur canton, et qui veulent naturellement améliorer un certain avenir pour leurs enfants. Eh bien, pourquoi je commence? Quel type de proposition je leur offre? Eh bien, chère madame, cher monsieur, vous avez du jour au lendemain le monde que vous désirez. C'est-à-dire, vous ne voulez pas l'invasion africaine. Eh bien, vous vous réveillez demain dans un monde européen, naturellement, il n'y a pas de ça. Vous voulez les frontières rétablies.
eh bien, on vous offre de nouveau les fractions rétablies. Vous voulez plus qu'il y ait l'euro qui est effectivement une monnaie de destruction, puisqu'effectivement, la monnaie, c'est le manivelle qu'on utilise. S'il y a un problème, par exemple, aux Pays-Bas et un autre type de problème en Grèce, eh bien, c'est tout à fait ingérable. Eh bien, on va rétablir cela. Vous voulez la liberté totale de la presse, on va vous offrir ça. Vous voulez une famille normale où un homme se marie avec une femme et qui font beaucoup d'enfants, et que ce soit les enfants seulement des Celtes, des Germains et des Slaves de l'Europe. D'accord, on vous offre ce monde idéal. Vous vous réveillez, exemple, comme si vous avez un objet que vous avez cassé, mais qui est sous garantie, et bien vous le rendez, on va le rétablir du jour au lendemain, et vous allez tout de suite obtenir le monde que vous voulez, éventuellement que vous rêvez d'obtenir au bout de plusieurs années de lutte, et comme vous êtes tous les hommes sensés, les femmes sensées, vous êtes quasi certain que vous n'allez pas l'obtenir. Eh bien, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver là? Est-ce que vous, les Aryens de l'Ouest, vos enfants, portés par ce, comme disait Nietzsche, optimisme sans frontières, n'allez pas tout de suite, quand je dis vous, c'est-à-dire la majorité, vous mettre à le démolir? C'est-à-dire, est-ce que vous n'allez pas dire, bah oui, c'est congoïde, genre Monsieur Sangora, ah oui, il a agrégé de littérature française, bah celui-là, on va le faire venir. Ah oui, mais quand même, cette femme, elle veut se marier avec l'autre femme, mais elle est tellement charmante, on va l'accepter. Mais bon, je me sacrifie même, c'est juif ashkénaze, il est tellement bien, eh bien, on va le quand même garder en Suisse, etc. Est-ce que vous, si on vous offre l'idéal, que après de nombreuses années de lutte, vous n'allez de toute façon pas atteindre, est-ce que vous n'allez pas vous mettre à l'anéantir tout de suite, progressivement, et pour arriver à une autre catastrophe? Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème anthropologique de l'humanité blanche, pour simplifier? Ah, pas que la nôtre, mais en tout cas, il y a un altruisme pathologique. Il y a un livre récemment avec ce titre qui explique que le monde européen, et par extension l'Amérique, et sous différentes influences, mais aussi parce qu'il y a un problème anthropologique, absolument, il est en train d'évoluer vers quelque chose. Et est-ce que on ne sait pas trop vers quoi? Est-ce que c'est le monde LGBTXQWZ Y? Est-ce que qui est stérile? Donc, bon, donc c'est la fin. Est-ce que c'est un monde, est-ce que c'est une phase transitoire vers l'humain augmenté, transhumaniste, immortel? Et dans ce cas-là, il y a de la perte dans cette transformation. En tout cas, les autres peuples du monde qui ont d'autres problèmes psychopathologiques à eux, eh bien, en tout cas, ils n'ont pas celui de l'autodestruction ethnique, ça c'est certain. Mais on peut se poser la question aussi à quel point est-ce que c'est notre anthropologie, en tout cas elle est aujourd'hui comme elle est, mais est-ce qu'on peut se poser la question sur est-ce que c'est nous qui avons évolué volontairement vers ça, ou est-ce que par sélection naturelle, à cause des guerres où les meilleurs sont morts, et par une manipulation par des gens plus malins et qui avaient un objectif. Il y a cette fameuse théorie du marxisme culturel qui a été injectée en Occident comme étant une manière de l'affaiblir, alors que l'Union soviétique, en fait, elle se protégeait concrètement de cette idéologie qu'elle n'appliquait pas à elle-même, sur beaucoup d'aspects. Il y a cette théorie de son ancien homme du KGB qui l'avait expliqué, mais peu importe. Il y a plusieurs hypothèses. Ce qui compte en revanche, c'est qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui pour préserver d'abord qui nous sommes, pour aller vers qu'est-ce que nous voudrions être. Et ta question est fondamentalement, et je la trouve brillante, parce que si on pouvait avoir le monde idéal aujourd'hui que certains rêvent, on s'attacherait tout de suite à le redémolir. Et peut-être moi le premier, puisque je viens du monde multiculturaliste, j'ai travaillé à travers le monde,
Et j'aime les civilisations du monde entier. Alors, j'irai pas jusqu'à dire aujourd'hui que je veux qu'elles soient toutes mélangées chez moi. Mais je n'ai pas cette approche de conquérant, qui a été l'approche européenne pendant les 5 derniers siècles, et qui est toujours l'approche de beaucoup d'ethnies dans le monde, de beaucoup de civilisations dans le monde qui sont conquérants. Nous ne l'avons plus, cette approche-là, et moi non plus. Donc, est-ce que c'est un défaut? C'est des questions qui restent ouvertes et qui sont intéressantes à réfléchir, et qui sont liées à cette responsabilité du citoyen en armes qui déjà n'arrive plus à défendre son territoire, sa culture, et donc sa génétique. Et son propre esprit. Et son propre esprit. Et c'est vrai que cette dissonance cognitive, et je crois que c'est un mot fondamental, si vous ne savez pas ce que c'est, dire aller vérifier, mais c'est un concept vraiment très très important chez l'être humain, et nous savons tous en gérer en partie des dissonances cognitives, on en a tous, mais là on en a une qui est civilisationnelle et qui est vraiment étonnante. Et donc, dissonance cognitive qu'on retrouve par exemple dans le monde musulman, hein, sur d'autres thèmes. Par exemple, dans le monde musulman, c'est nous avons été choisis par Dieu, mais on est tout en bas de l'échelle, comment ça se fait? Donc il y a un problème, donc il y a une dissonance cognitive, c'est pas possible, donc on devient méchant, on devient agressif, etc. Chez d'autres cultures, c'est nous sommes l'empire du milieu, nous avons toujours été le centre du monde, et tout d'un coup, des étrangers au long nez, hein, les Anglais, les Européens, qui débarquent en Chine, donc pour ceux qui n'avaient pas compris, qui débarquent en Chine, qui nous obligent à bouffer notre propre opium, à fumer notre propre opium, qui nous imposent des tarifs commerciaux. Ils n'ont pas oublié ça. Ah ça, ils n'ont pas oublié les Chinois. Et là, tout d'un coup, ils se disent, mais on est censé être les meilleurs, et probablement ils le sont, et ils se font avoir par des étrangers qui sont un peu barbares par rapport à eux, qui sont un peu sauvages, un peu agressifs, un peu avec de la testostérone, on a des poils et tout. Et un peu, on a des gros singes pour eux. Donc tout d'un coup, ils ont une dissonance cognitive. Comment ça se fait? Et ils ont mis 1 siècle et demi pour s'en sortir, et maintenant pour reprendre leur position qui était considérée la sienne. Espérons qu'ils auront de la sagesse, et espérons qu'ils auront qu'ils sauront avoir, je dirais pas de la pitié, mais j'espère qu'ils sauront nous gérer avec... non, moi je ne pense pas non plus. Parce que analyser la colonisation chinoise en Afrique actuelle, ah ouais, je connais. Je ne pense pas qu'ils vont être gentils une fois colonisés. Bon, ils nous estiment quand même plus que les Africains, hein, les Chinois, mais enfin, parce qu'ils nous considèrent quand même comme des gens qui ont une civilisation. Les Chinois, collectivement, je ne vais pas dire parce que j'ai pas envie de faire perdre cette vidéo, mais oui, ce que eux pensent des Africains, bon. Pour conclure, peut-être, puisqu'il nous reste encore un quart d'heure, on a fait beaucoup de parenthèses, mais je crois qu'elles étaient importantes. Elles nous ont permis d'apporter du contexte, mais aussi voilà, peut-être quelques anecdotes autour de ce problématique des armes qui va bien au-delà de ce qu'elle apparaît. Comment tu vois l'avenir de la Suisse, mais aussi de l'Occident, ces peut-être 5, 10, 20 prochaines années? Je pense effectivement qu'il faudrait se préparer au pire des choses. Je connais des livres sur ça. Je le dis tout simplement en tant que slaviste et qui a étudié, qui a enseigné le slavistique, c'est-à-dire les dernières décennies de l'Union soviétique et les premières années de Russie. Très intéressant parce que ce que vit actuellement la Suisse dans le moindre manière, mais plutôt la France, effectivement, eh bien, c'est... on peut trouver beaucoup de points en commun. Je me souviens, en 2005, j'ai connu un écrivain français d'origine russe qui fut Vladimir Volkov et qui me fait entrer en tant qu'auteur de l'Action française 2000. Cela n'existe plus comme journal. Et je pense que j'étais le seul juif ashkénaze qui a écrit à cette époque dedans. C'est possible. J'ai écrit à cette époque un article à qui on a offert une page, la France, quelque chose comme ça, la France, une république de l'Union soviétique, et où j'avais décrit tout en tant que la France. En 2002. En 2005. En 2005. Et donc, oui, les guerres ethniques, en fait, tout ce qu'on voit actuellement en France, je l'avais décrit il y a 13 ans. Ouais. Et oui, c'est assez simple en fait à prévoir cela parce que lorsque une maison riche naguère s'effondre,
vous êtes censé le gérer. Ce qui était en Union soviétique au début de la perestroïka. La reconstruction a commencé par Gorbatchev en 1985. Eh bien, qu'est-ce qu'on a proposé aux gestionnaires de cette maison partiellement en ruine? Eh bien, on les a amenés en Occident, on leur a montré comment les meilleurs endroits de l'Occident, puisque ce fut encore l'Occident blanc et partiellement bien géré, eh bien, et surtout, on a proposé les écoles occidentales aux enfants de l'élite soviétique. C'était à partir de 1987, l'ouverture des comptes bancaires en Occident, etc. Eh bien, je vais très vite au bout. Et bien sûr, vous faites tout de suite les parallèles avec les plus grands pays membres de l'Union européenne qui entourent la Suisse, naturellement. Vous savez bien s'il y a une guerre franco-prussienne où affluent les premiers réfugiés. Je ne sais pas s'ils seront français, alsaciens ou d'autres horizons. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, au bout de quelques années, on pose une question logique à ces gouvernants soviétiques. Eh bien, vous voulez continuer à gérer cette maison en ruine où il y a des centaines d'enfants qui ne sont pas les enfants de cette élite, les personnes âgées, et où on vous offre les palaces ailleurs. Et vous vendez cela. Je simplifie naturellement, eh bien, vous ne vendez pas d'un coup, vous vendez une partie par-ci, une partie par-là, mais le but, c'est naturellement, à la fin, vous aurez un prix Nobel de la paix, naturellement, pour M. Gorbatchev, mais vous allez obtenir, vous allez devenir, et vos proches, votre descendant va devenir les hommes nouveaux, comme nous sommes, tandis que cette plèbe-là, elle va mourir. Qu'est-ce que vous choisissez? C'est pour ça que je pense que l'élite, dite élite, parce que littéralement, sémiotiquement, élite, ce sont les personnes élues, souvent ils n'étaient même pas élus, et bien, occidentale de l'Europe de l'Est, ils suivent actuellement le chemin des dirigeants soviétiques de la seconde moitié des années 80. Et n'oublions pas aussi une chose, que je sais aussi ce que c'est les dissidences françaises. J'ai publié dans la quasi-totalité des journaux français depuis le prison jusqu'à Rivarol. Donc je connais ce qu'on appelle les dissidences. Je fréquentais l'ancien Front National, je côtoyais, je passais à côté de Marine Le Pen et les gardes. Et je n'ai même pas une longue cuillère. Voilà. Et donc, rien du tout. Franchement, on disait, vous rentrez dans les rangs, vous dégagez, comme chez les trotskistes. Et je vais mourir libre. Et donc, on arrive à la fin des années 80 et on arrive à une dissonance cognitive, je réutilise exprès ce terme. L'ensemble de la population soviétique croit maintenant aux idéaux de la guerre. N'oublions pas qu'encore en 1989, il y a de jeunes hommes soviétiques enrôlés en l'armée soviétique qui vont mourir pour les idéaux internationalistes en Afghanistan. Et passe encore quelques mois à peine et tout s'effondre. Maintenant, c'est nous, c'est l'Occident qui va mourir en Afghanistan. Peut-être parce qu'on emporte les Afghans ici, n'est-ce pas? Aussi, oui. Les plus grands crimes qui se connaissent en Uppland, c'est-à-dire le comté de Uppsala en français, au nord de Stockholm, sont commis par cette population. Donc, le police... Ils sont loin de leur montagne. Voilà. Et donc... à quoi nous... C'est pour cela que j'ai dit que lorsqu'on me pose aussi cette question, à quelle date ça va se fondre? Est-ce que ça va se fondre en 2019 ou 2030? Eh bien, j'ai dit, je réponds toujours, de toute façon, ça sera décidé. Puis ça a déjà commencé. Voilà, mais le problème est, il ne faut pas me traiter de complotiste, on s'assoit, comme c'était à la fin de l'Union soviétique, et on prend les décisions, c'est fini. Oui, je pense qu'il y a voilà.
Et donc, au moment où déjà les grands fleurons de votre industrie en France, en Allemagne, seront vendus, transmis ou aussi considérés comme désuètes, eh bien, là, on va dire, bah, maintenant, on vend tout. Alors, après, parfois, nos adversaires ethniques et politiques nous parlent, nous disent, oui, mais après tout, le monde a toujours été rempli de migration. Ce qui est en fait vrai. Comme on parlait tout à l'heure, mes ancêtres lombards sont partis de quelque part en Allemagne, et avant, peut-être même plus au nord. Et c'est vrai que l'être humain a toujours eu cette volonté d'aller ailleurs, de trouver des nouvelles terres, etc. Certes, on n'a jamais été 8 milliards comme aujourd'hui. Lorsque cette purge va arriver et que ça va réduire, est-ce que tu penses lequel de ces scénarios est le plus probable? Celui qu'il y a un réveil parmi les survivants de l'effondrement en Europe et qu'ils reprennent le contrôle de leur territoire? Ça, c'est une hypothèse. Une autre hypothèse, c'est qu'une partie des Européens finalement migrent. Ils disent, puisqu'on n'est plus chez nous, on va soit trouver une terre d'accueil, ça peut être les steppes sibériennes que Poutine nous donnera pour qu'on les fasse fructifier et que notre génie se renouvelle par le dur travail de la terre et du bois et du froid, et que finalement nous devenions une nouvelle nation dans la nation russe. Ou alors est-ce que nous allons faire comme les élites romaines qui se sont métissées avec les barbares pour garder le contrôle du territoire, et ce sont, alors voilà, le préfet de l'Aquitania a épousé la fille de Clovis, et puis et ses enfants sont devenus évêques ou chefs de guerre mélangés, et en gardant l'administration technique pour ces barbares qui ne savaient pas le faire, de la population et du territoire. Et donc finalement ce métissage, simplement à l'époque, les Latins se sont métissés avec les Germains. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ce métissage en Europe entre certaines élites qui le font aujourd'hui, avec des populations africaines ou d'autres cieux, est-ce qu'ils auront encore les compétences pour garder un monde technologique et compétent en moyenne, hein, encore une fois? Lequel de tes trois scénarios te paraît le plus probable, ou alors il y en a d'autres? Je pense qu'il y en a d'autres, et là, il y a une phrase de Méphistophélès en première partie de Faust, lorsqu'il donne des conseils à un jeune étudiant, et à la fin, ils n'en peuvent plus, il dit, bah, je me suis essoufflé en tant que pédagogue, et je redeviens le diable. Bon, le petit diable est un teufel. Et je me sens comme ça suite à ces questions. Je vais essayer de rester dans les limites. Lorsque les Germains se mélangent avec des Celtes, lorsque des Slaves du Nord se mélangent avec des Latins, eh bien, vous savez, en Russie actuelle, il y a des limites des études. On s'intéresse beaucoup aux gènes, c'est-à-dire l'ADN. On fait les études d'ADN. Eh bien, j'aime bien les études médicales qui approuvent une certaine vision philosophique, telle que la vision philosophique qui n'a pas été dépassée, celle de Nietzsche, celle de Schopenhauer. Eh bien, lorsque les peuples qui proviennent d'une famille à l'origine, qui prouvent les études qui suivent sur les traces d'ADN actuellement, on fait les études de chimie d'ADN sur les traces de ces voyages. Et d'ailleurs, vous avez même les invités du Collège de France qui nous font le compte rendu, les études d'ADN ou de chimie sur les traces des populations qui se sont déplacées. Eh bien, lorsqu'il y a l'union de deux peuples, par exemple les Germains de Langobarde qui sont descendus au nord de l'Italie actuelle, eh bien,
il y a une certaine violence de l'assimilation et de métissage, mais racialement, c'est normal. Il n'y a pas, il reste, c'est les mêmes, effectivement. Comme dit mon professeur de médecine en Russie actuelle, où je suis les cours, et bien, pour moi, qui étudie les cerveaux, c'est un peu étrange qu'il y a tant de langues, on ça parle comme un ex-soviétique, en Occident, parce que vous fonctionnez de même manière. Et, bien, mais, en revanche, lorsque vous apportez comme cela, regardez s'il vous plaît ce qui se passe en Afrique du Sud actuelle. Je pense que M. Mandela, qui a eu son prix Nobel de la paix à 50-50 avec M. de Klerk, me semble-t-il, sont les criminels contre l'humanité, de facto. Eh bien, regardez ce qui va se passer actuellement en Afrique du Sud, et je pense que malheureusement, ce sera l'avenir de certains pays de l'Europe de l'Est. L'Ouest. De l'Ouest, Oui. oui. Du sud de la France, de certains contrées d'Italie, malheureusement. Oui, de la Belgique également. Oui. De la Romandie suisse. Qui sait? Probable. Ouais. Angleterre, Allemagne. Voilà. Préparez-vous, c'est ce que je dis à chaque fois. Anatoly, merci beaucoup. Peut-être à refaire dans quelques mois avec sur d'autres thèmes. C'est toujours agréable, je pense que vous serez d'accord avec nous, vous qui nous regardez, que le discours d'un grand érudit et de quelqu'un qui est juste un peu pragmatique comme moi, ça peut donner des discussions intéressantes. Donc, à très bientôt. Je mettrai le lien de ton site et si vous voulez vous préparer, je vais faire un peu de pub. Vous savez que j'ai des livres qui vous expliquent comment survivre à ce qui va arriver. Parce que je crois que c'est inévitable et ça arrive déjà. Donc, préparez-vous et préparez-vous. À bientôt. Armez-vous.